personnes protégées, 700 000 entreprises clientes en 2016, 17 milliards d'euros de cotisations retraite collectées de primes d'assurance. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la gouvernance des groupes de protection sociale. En effet, le printemps 2016 a été marqué par un débat dans le CAC 40 sur la place des clients dans les conseils d'administration, débat porté à la fois par les actionnaires présents en assemblée et par plusieurs grands patrons qui ont pris position favorablement sur la présence des clients dans les conseils d'administration. Vous avez une grande expérience de ce type de gouvernance puisque vous soulignez que depuis longtemps, les groupes de protection sociale ont des clients dans leur conseil d'administration. Oui, c'est le cas en fait de toutes les sociétés de personnes dans le monde, que ce soit en France, la mutualité, les groupes de protection sociale, mais c'est le cas aussi partout dans le monde, partout où il y a des gouvernances qui réunissent des clients, notamment des gouvernances dites paritaires, représentant du patronat, représentant des organisations syndicales. Je vous rappelle que les plus grands investisseurs mondiaux, qui sont les fonds de pension, particulièrement aux États-Unis, au Canada, en Australie, sont à gouvernance paritaire. Ils ont 100% de clients dans leur conseil d'administration. Et ça ne les empêche pas, et même c'est peut-être l'une des secrets de leur très bonne performance. Alors, vous avez connu au cours de votre carrière tous les modes de gouvernance. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, est pareil ou différent dans une gouvernance constituée par les clients? Alors, si je prends l'exemple d'Humanis, qui est un groupe donc, de protection sociale à gouvernance paritaire et mutualiste, les deux à la fois, donc 100% des administrateurs sont nos clients, il y a d'abord des choses qui sont exactement comme dans les autres sociétés qui connaissent d'autres gouvernances. Ces conseils d'administration fonctionnent sur les mêmes sujets et avec les mêmes méthodes que l'on trouve dans les formes de gouvernance davantage capitalistes. Que ce soit à travers des comités spécialisés, il y a aussi des comités d'audit, des comités stratégiques, des comités de nomination et de rémunération, que ce soit à travers le déroulé des travaux de conseil ou que ce soit à travers les thèmes abordés qui sont des thèmes de stratégie, de conduite des affaires, de réalisation de plans de marche et de toutes les dimensions que l'on peut voir aujourd'hui dans les conseils d'administration. Nous parlons bien entendu énormément de digital, nous parlons énormément de sécurité des données, nous parlons énormément de développement durable, bref, nous parlons de tous les sujets dont parle une entreprise généralement quelconque. Ça, c'est comme ailleurs, et nous avons des administrateurs particulièrement formés. Nous sommes d'ailleurs montés en régime ces dernières années à cause de beaucoup de changements réglementaires dans notre industrie. Là où à mon arrivée il y avait 4 à 6 modules de formation bien construits, il y en a 19 et les administrateurs ont triplé leur journée de formation depuis 3 ans. Ils étaient déjà bien formés, mais vu la nouveauté des sujets de notre environnement, eh bien, entre solvabilité 2, entre digital, entre le développement durable, nous les formons absolument à tout et ce sont des sessions qui sont particulièrement efficaces. Nous allons même jusqu'à former le management à une prise de parole efficace en conseil d'administration, voilà, pas seulement dans les médias, aussi dans les conseils d'administration. Alors, en revanche, il y a des choses qui sont différentes. Et ce qui est très frappant dans un groupe de protection sociale, je pense qu'on le retrouverait dans des groupes de sociétés de personnes, c'est d'abord que c'est une architecture en réseau. Ce n'est pas une architecture qui est reliée par des liens capitalistiques, sauf avec nos filiales, c'est une architecture en réseau. C'est-à-dire que ce sont des liens bottom-up de communautés de membres, des caisses de retraite, des institutions de prévoyance, des mutuelles, dans 2 mondes séparés, soit la retraite complémentaire à GERCACO, soit le monde de l'assurance de personnes, qui ne réagissent pas aux mêmes règles, mais c'est un réseau collaboratif qui travaille ensemble et qui a donc une articulation entre des conseils d'administration très concentrés sur les enjeux des membres du groupe, mais aussi, ça c'est la vision bottom-up, et puis la vision top-down, c'est qu'il y a un cadre stratégique, une discipline d'ensemble, des règles du jeu de toute nature, qu'elles soient de discipline financière ou d'éthique, qui sont respectées par chacun des membres, qui adhèrent à une sorte de charte des valeurs, des comportements, des bonnes méthodes du groupe. Ça, c'est la première chose, c'est un fonctionnement assez original. Le deuxième fonctionnement qui est très original et qui rejoint le débat
qui s'est déroulé dans les assemblées générales, c'est que le client est partout. Le client est d'abord d'une intensité particulière dans les conseils d'administration. Croyez-moi, quand nous rencontrons des difficultés de qualité de service, ça nous arrive, comme à d'autres, non seulement j'ai mes indicateurs opérationnels, voire les mails des clients qui arrivent, puisque 100% des mails de mon équipe sont sur notre site internet, mais très vite, dès le conseil qui suit, j'ai immédiatement des feedbacks d'administrateurs sur la qualité de service. Donc la question du client est vraiment centrale dans mon conseil d'administration, au point d'ailleurs que nous avons une commission d'administrateurs sur l'ensemble de la relation client et de la satisfaction client. Nous avons aussi un groupe de travail ad hoc d'administrateurs qui accompagnent le travail du management sur la stratégie de marque et sur les enjeux de notoriété, car ils considèrent que derrière la marque se jouent des enjeux extrêmement forts pour les clients, extrêmement forts pour les valeurs du groupe. Ça, c'est assez original et ça illustre bien la force d'une gouvernance par les clients. Le dernier point qui est très original, et lui il est assez fondamental, c'est qu'au fond, si je schématise un petit peu, dans une société qui a des actionnaires, l'un des enjeux principaux du management, c'est bien de fidéliser les actionnaires et de montrer aux actionnaires qu'il vaut mieux que l'argent qu'ils ont investi soit investi dans la société que vous dirigez plutôt que dans une autre. Un actionnaire a le choix de mettre son argent dans votre société ou dans une autre. La fidélisation passe bien entendu par le fait de se projeter systématiquement vers les segments les plus rentables, à condition que ce soit durable dans le temps. Dans une société qui est gouvernée à 100% par ses clients, le raisonnement est différent et ça a beaucoup d'influence sur le portefeuille stratégique. On part d'abord des besoins des clients, on essaye de voir si on peut y répondre de manière efficace et économiquement soutenable dans la durée, et le résultat de ces deux points de vue, de ces deux confrontations, constitue in fine le portefeuille de métiers stratégiques. Ça dirige plutôt ces sociétés vers des segments à très forte utilité collective, mais à rentabilité moyenne, et ça constitue vraiment un portefeuille stratégique de métier. Le raisonnement, là, est assez différent. Il se situe dans le temps et il part du besoin des clients, tout en étant irrigué par un profond raisonnement économique. Et à votre avis, qu'est-ce qui est transposable dans une société comme une société du CAC 40 ? Tout ne peut pas être transposable, bien évidemment, puisque 100% des administrateurs ne peuvent pas être des clients. Mais qu'est-ce que la gouvernance du CAC 40 pourrait retenir de cette expérience des groupes de protection sociale ? Si le débat a eu lieu dans les assemblées générales cette année, c'est qu'il illustre un besoin. Le besoin, effectivement, peut-être une plus grande attention encore aux clients. Bien entendu, tout n'est pas transposable et des sociétés qui ont des actionnaires doivent d'abord et avant tout, comme je l'ai expliqué, garantir la fidélité de leurs actionnaires et leur inspirer une confiance suffisante pour qu'ils les accompagnent dans le temps et qu'ils n'aillent pas chercher des alternatives à leur investissement. Néanmoins, je pense que renforcer l'attention des conseils sur la dimension qualité de service aux clients, pertinence de la réponse aux besoins des clients, fidélisation des clients dans le temps, pourrait constituer une voie de progrès intéressante pour les sociétés du CAC 40. En fait, elles le font, mais elles le font, c'est un domaine qui est quasiment l'apanage, le monopole du management. Le partager avec les administrateurs, peut-être un peu plus, peut-être une voie de progrès. Je ne pense pas que l'insertion d'un ou de deux clients dans des conseils d'administration dont la taille moyenne est de 12 membres aura vraiment un effet déterminant, car ces entreprises sont d'une telle taille que chercher à représenter la diversité de leurs clients par une ou deux personnes est quelque chose qui est quasiment mission impossible. Ça n'a rien à voir avec mes 250 administrateurs réunis dans 50 assemblées générales et qui, derrière eux, irriguent nos 10 millions de clients. Néanmoins, je pense qu'effectivement, c'est une source de réflexion, d'inspiration, car au bout du bout, qu'une société soit une société de personnes à gouvernance par ses clients ou qu'elle soit à gouvernance actionnariale, in fine, elle a toujours comme vocation d'apporter quelque chose à des clients, de les fidéliser dans le temps et de faire en sorte qu'elle les accompagne dans un progrès dans leur vie quotidienne. Merci.